Lorsqu'un président des États-Unis choisit d'employer la force pour neutraliser un dirigeant étranger, il ne s'agit jamais d'un simple coup de force isolé. Une telle décision dépasse largement le cadre d'une opération militaire ou d'une action judiciaire ponctuelle. Elle engage une conception du monde, une interprétation spécifique du droit international et une lecture assumée des rapports de puissance globaux. C'est précisément pour cette raison que l'épisode vénézuélien mérite une attention particulière. La capture spectaculaire de Nicolás Maduro, exfiltré vers le territoire américain afin d'y être jugé, a été présentée par l'administration Trump comme un succès stratégique immédiat. Un chef d'État accusé de narcotrafic mis hors d'état de nuire, un régime fragilisé et un signal clair adressé à l'ensemble de l'Amérique latine. Pourtant, cette lecture rapide et triomphante occulte une réalité beaucoup plus nuancée. Derrière cette démonstration de force apparente se cache un enchevêtrement de vulnérabilités juridiques, politiques et diplomatiques qui transforme cette opération en un véritable piège stratégique. Pour saisir ce qui est réellement en jeu, il convient de revenir à la justification officielle avancée par Washington. Dans les heures qui ont suivi les frappes américaines et l'arrestation de Nicolás Maduro, l'administration Trump a martelé un argument central. Il ne s'agissait pas d'un acte de guerre, mais d'une opération de maintien de l'ordre. Selon ce récit, l'intervention aurait été menée à la demande du département de la justice, sur la base d'actes d'accusation émis à New York pour trafic de stupéfiants et d'armes. Les forces armées américaines n'auraient joué qu'un rôle d'appui logistique à une action judiciaire légitime. Cette présentation n'a rien d'anodin. Elle vise à contourner deux obstacles majeurs: l'absence d'autorisation préalable du Congrès américain et l'interdiction, en droit international, du recours unilatéral à la force contre un État souverain. En qualifiant Nicolás Maduro de fugitif recherché par la justice américaine, l'administration Trump tente de réduire un chef d'État en exercice au rang de criminel transnational, justiciable du droit pénal américain, indépendamment de sa fonction et de la souveraineté de son pays. C'est précisément là que se situe la première faille fondamentale. Le droit international repose sur le principe de l'égalité souveraine des États. Le recours à la force armée est strictement encadré et n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles: la légitime défense face à une attaque armée ou un mandat explicite du Conseil de sécurité des Nations unies. En l'absence de ces conditions, toute intervention militaire constitue une violation de la Charte des Nations unies. Dans le cas du Venezuela, aucun mandat onusien n'a été accordé. Aucune attaque armée contre les États-Unis n'a été démontrée. Les accusations de narcotrafic, aussi graves soient-elles, relèvent du domaine pénal et non du droit des conflits armés. De nombreux spécialistes du droit international rappellent ainsi que la criminalité transnationale à elle seule ne saurait justifier une opération militaire d'une telle ampleur. Certes, l'administration Trump a tenté de s'appuyer sur la résolution américaine relative au pouvoir de guerre, qui autorise le président à engager une action militaire de courte durée sans approbation préalable du Congrès, à condition que celui-ci en soit informé rapidement. Mais là encore, l'argument apparaît fragile. Cette résolution concerne des actions temporaires et défensives, non la destitution d'un chef d'État étranger suivi de déclarations suggérant une administration directe du pays concerné. En affirmant que les États-Unis exerceraient un contrôle sur le Venezuela pendant une période indéterminée, Donald Trump a lui-même sapé la cohérence de son propre récit. Comme l'a souligné un professeur de droit constitutionnel américain, il est impossible de prétendre mener une simple opération de maintien de l'ordre, tout en évoquant simultanément la gouvernance d'un État souverain. Cette contradiction nourrit le scepticisme juridique et expose Washington à des accusations de violation manifeste du droit international. Mais le piège dans lequel s'est engagé Donald Trump ne se limite pas au terrain juridique. Il est également, et peut-être surtout, politique. L'histoire récente offre un précédent souvent cité par les analystes:
L'intervention américaine au Panama en 1989, qui avait conduit à l'arrestation de Manuel Noriega et à son transfert vers les États-Unis. À l'époque, Washington avait invoqué la légitime défense et la protection de ses intérêts stratégiques, notamment le canal de Panama. Toutefois, les différences entre le Panama de Noriega et le Venezuela de Maduro sont profondes. Au Panama, une opposition structurée et largement soutenue par la population était prête à assumer le pouvoir après la chute du dirigeant. Une transition politique relativement rapide avait été mise en place et les troupes américaines s'étaient retirées dans un délai limité. Le coût politique et diplomatique de l'opération avait ainsi été contenu. Au Venezuela, la situation est radicalement différente. La capture de Nicolás Maduro n'a pas provoqué l'effondrement immédiat du régime chaviste. Bien au contraire, les principaux centres de pouvoir sont restés intacts: l'armée, la Cour suprême, les ministères clés et l'appareil politico-militaire. Conformément à la constitution vénézuélienne, la vice-présidente Delcy Rodriguez a été reconnue comme présidente par intérim par les autorités militaires. L'état d'urgence a été décrété, renforçant le contrôle du pouvoir en place. Ce point est essentiel. Contrairement aux anticipations de Washington, l'élimination judiciaire ou politique du chef de l'État n'a pas entraîné une transition automatique vers un régime favorable aux États-Unis. Elle a, au contraire, consolidé la cohésion des factions chavistes, civiles et militaires face à une intervention extérieure perçue comme illégitime. C'est ici que se dessine la réponse vénézuélienne que Donald Trump n'avait pas pleinement anticipée. Une réponse qui ne prend pas la forme d'un affrontement militaire direct, option irréaliste face à la supériorité américaine, mais celle d'une stratégie de résistance institutionnelle, politique et diplomatique, en maintenant un pouvoir central fonctionnel, en s'appuyant sur la Constitution et en dénonçant une violation du droit international. Caracas cherche à délégitimer l'action américaine sur la scène mondiale. Cette stratégie trouve un certain écho auprès de plusieurs acteurs internationaux. La Russie et la Chine ont fermement condamné l'intervention américaine, dénonçant un recours unilatéral à la force contre un État souverain. Certes, ces condamnations restent pour l'instant largement rhétoriques. Moscou est absorbé par le conflit ukrainien et Pékin privilégie ses intérêts économiques. Néanmoins, leur position contribue à affaiblir la prétention américaine à incarner un ordre international fondé sur des règles. Plus largement, l'affaire vénézuélienne envoie un signal préoccupant à de nombreux États. Si les États-Unis peuvent capturer un chef d'État en exercice sans mandat international au nom d'accusations pénales, alors aucun dirigeant n'est véritablement à l'abri. Une telle logique ouvre la voie à une instrumentalisation du droit pénal à des fins géopolitiques, sapant les fondements mêmes de la souveraineté étatique. Donald Trump pensait sans doute envoyer un message de dissuasion, défier Washington à un coup personnel. Mais ce message se retourne partiellement contre son auteur, car il renforce l'image d'un ordre international à géométrie variable, où les règles s'appliquent aux faibles, mais rarement aux puissants. Cette perception alimente la méfiance, voire la défiance, à l'égard des États-Unis, y compris parmi certains de leurs alliés traditionnels. À l'intérieur même des États-Unis, l'opération soulève de profondes interrogations. Le Congrès, tenu à l'écart de la décision, s'interroge sur la légalité et l'opportunité de l'action. Un vote visant à restreindre ou à mettre fin à toute intervention militaire prolongée est attendu. Ce débat interne fragilise la position américaine et met en lumière les divisions institutionnelles autour de la politique étrangère de Donald Trump. Sur le plan judiciaire, enfin, l'administration américaine s'appuie sur la doctrine dite Kerr-Frisbee, selon laquelle un tribunal peut juger un suspect, quelle que soit la manière dont il a été amené sur le sol américain, à condition qu'il n'ait pas subi de torture grave. Cette doctrine permet de contourner le débat sur la légalité de l'arrestation elle-même, mais le coût symbolique demeure élevé. Juger un ancien chef d'État capturé à l'issue d'une intervention militaire contestée alimente le sentiment d'arbitraire et affaiblit la crédibilité morale du système judiciaire américain sur la scène internationale. La question centrale devient alors: que gagne réellement Washington dans cette affaire? À court terme, l'administration Trump peut se prévaloir de la neutralisation d'un adversaire de longue date.
Mais à moyen et long terme, le bilan apparaît bien plus incertain. Le Venezuela n'est pas pacifié, le régime chaviste n'est pas démantelé, et les alliés de Caracas, sans intervenir militairement, exploitent l'affaire pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme l'hypocrisie occidentale. Surtout, cette opération crée un précédent dangereux. Si elle reste sans conséquence, elle pourrait encourager d'autres puissances à recourir à des méthodes similaires pour régler des différends politiques en invoquant des justifications pénales ou sécuritaires. Un ordre international déjà fragilisé par les crises successives en sortirait encore plus affaibli. En définitive, Donald Trump a peut-être remporté une victoire tactique, mais il s'est exposé à une défaite stratégique en sous-estimant la capacité de résistance institutionnelle du Venezuela, en surestimant l'effet dissuasif de la force brute et en fragilisant le cadre juridique international, il a ouvert une zone d'incertitude dont les conséquences dépasseront largement le seul cas vénézuélien. Comprendre la géopolitique, c'est précisément cela. Ne pas se laisser aveugler par l'événement spectaculaire, mais analyser les dynamiques profondes, les effets de long terme et les réactions en chaîne. Et dans cette affaire, ce sont peut-être moins les coûts immédiats supportés par Washington que les réponses silencieuses, juridiques et politiques de Caracas qui redessinent discrètement les équilibres à venir.